Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Aujourd'hui, on débute l'émission en s'intéressant à la loi ici aux États-Unis. Et pour parler justement de loi, on va parler de naturalisation, on va parler de l'affaire Benalla en France. Pour parler de ces deux sujets, je reçois David Willig, maître David Willig. Bonjour maître. Bonjour Grégory, merci encore de votre invitation. Merci à vous à chaque fois de venir justement étendre un petit peu sur ces différents sujets. Je le rappelle, vous êtes avocat en droit des affaires, du patrimoine et également en immigration. Principalement, oui. Principalement. Donc justement avec vous aujourd'hui on va s'intéresser à la naturalisation en première partie, savoir un petit peu comment ça se passe aux États-Unis. Et puis en seconde partie on parlera de l'affaire Benalla qui défraye la chronique on va dire en France, savoir un petit peu comment ça se passe également sur le territoire américain. On commence par la naturalisation. Tout à fait. Donc justement, ça se passe comment? À quel niveau? Quand est-ce qu'on peut demander à être naturalisé américain sur le territoire américain? Bon, d'abord, une condition pour être naturalisé américain, il faut avoir la résidence permanente, la green card. Il n'y a pas d'autre moyen de demander la naturalisation, pardon. Oh, il y a des exceptions pour les gens qui font partie des forces armées aux États-Unis, mais on part de la situation plus typique. Il faut avoir la résidence permanente, la green card, pendant au moins 5 ans dans la situation ordinaire, mais quelqu'un qui est marié avec un citoyen américain peut demander la naturalisation après 3 ans de résidence permanente. Donc 3 ans si on est marié avec un Américain ou une Américaine, 5 ans dans les autres cas? Oui, et c'est une distinction importante parce qu'il y a différents moyens d'acquérir la green card. On peut obtenir la green card par une offre d'emploi. Et donc si on est employé dans cette situation pendant 5 ans, on peut demander la naturalisation. Mais si on est marié, c'est plus vite. C'est plus vite si on est marié donc avec un citoyen ou une citoyenne américaine. Voilà. Ça se passe comment au moment où on est éligible? C'est-à-dire après 3 ans dans certains cas, 5 ans dans d'autres cas. Comment ça se passe? À quel moment on peut faire la demande? Où est-ce qu'on fait la demande? On fait la demande auprès du service d'immigration, USCIS aux États-Unis. Il y a un long formulaire qui s'appelle le N400, qui a beaucoup de questions. Et il faut faire vraiment attention pour répondre à ces questions. Il y a certaines questions qui ne sont pas vraiment... un peu piège? Un peu piège, oui. Enfin, toujours, le piège, le défi, c'est de donner des réponses vraies. Mais il y a certaines questions qui semblent un peu ambiguës. Donc on avait pointé la 22 normalement, notamment. Le 22 notamment, que nous avons devant nos yeux. Et pour cela, il demande si vous avez jamais fait, aidé à faire ou tenté à faire un crime ou infraction pour lequel la personne n'a pas été arrêtée. Donc on peut imaginer, bon, si je n'ai pas été arrêté, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de casier judiciaire. Pourtant, si on dit non, et on peut découvrir que la réponse vraiment est oui, ça peut créer des soucis pour la personne qui cherche la naturalisation. Donc il faut bien réfléchir à chaque fois, il faut bien prendre le temps de répondre à toutes ces questions sur le formulaire, éviter les pièges. Oui, et si on a un doute, on peut toujours consulter un avocat. C'est peut-être le chemin le plus prudent. Pour justement remplir ce formulaire. Une fois le dossier rempli, une fois le formulaire, on a répondu à toutes les questions. Donc c'est envoyé, ça se passe comment? On est convoqué On est convoqué pour un entretien. Il y a une liste de documents qu'il faut amener pour l'entretien. Et il y a aussi un test qui suit, c'est une condition pour la naturalisation. C'est un test sur quelques questions de l'histoire des États-Unis. La culture américaine également? Pas vraiment la culture, on peut dire la culture juridique, constitutionnelle, comment les États-Unis ont été fondés. Donc des questions de nature historique. Et il y a aussi des questions d'actualité, par exemple, qui est en tête de la Chambre des députés aux États-Unis. Ça peut changer. Actuellement, c'est Paul Ryan de Wisconsin, mais lui, il va prendre sa retraite à la fin de cette année. Donc, il y aura bientôt une autre personne. Donc, il faut savoir certains faits sur les États-Unis, l'histoire, plutôt les coutumes juridiques, pas vraiment les coutumes, comment on va célébrer le Noël, par exemple. Mais il y a aussi des exceptions pour des gens qui ont acquis déjà un certain âge.
C'est un peu comme l'ardoise, un bistrot parisien. Il y a normalement 3 formules. Si on a atteint l'âge de 50 ans, mais on est aux États-Unis depuis X années, donc on peut éviter le test comme ça. Et il y a aussi des possibilités pour certaines personnes de passer le test dans une langue autre que l'anglais. Donc il y a des petites subtilités finalement en fonction de l'âge, en fonction de chacun, mais dans l'idée, c'est on remplit un formulaire, on est convoqué pour passer un test. Oui. À quel moment il faut jurer? Parce qu'il y a ça également, il faut jurer sur... Normalement, à la suite de tout cela, il y a la prestation de serment de citoyen. Parfois, ça se fait dans des cérémonies assez grandes avec plusieurs personnes, parfois même des centaines de personnes qui adoptent leur nationalité américaine et qui prêtent serment tous en même temps. Donc prêter serment, c'est quelque chose d'obligatoire également pour devenir américain? Ça fait partie de ce processus de naturalisation, bien sûr. Est-ce que ça arrive que des cas soient refusés? Oui, bien sûr, parce qu'il y a une sorte de qualité de moralité, c'est pour ça qu'ils posent des questions. Si on a assisté à faire une infraction, même si on n'est pas arrêté. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer quelqu'un qui est alcoolisé ou qui s'abuse de la drogue, par exemple. Si on a eu plusieurs arrestations sans aucune condamnation pour conduite en état d'ivresse, par exemple, ils peuvent peut-être conclure que c'est une personne qui souffre de l'alcoolisme et ça pourrait être une raison pour refuser la naturalisation. Voilà donc dans les grandes lignes comment demander la nationalité américaine. Bien évidemment, il faut se faire accompagner par un avocat. Je pense que c'est mieux, surtout pour ces questions un peu délicates qui ont la possibilité de poser un piège pour le résident qui veut se convertir en citoyen américain. Alors vos coordonnées s'affichent justement en bas de l'écran, maître David Willig. Dans un autre domaine, totalement différent, on va s'intéresser à l'affaire Benalla. Oui. Qui défraie un peu la chronique donc en France. Voilà. On en parle jusqu'aux États-Unis. Oui, enfin, on voit l'affaire Benalla un peu, surtout pour les gens qui s'intéressent aux affaires en France. Donc juste pour rappeler Alexandre Benalla, donc l'affaire a débuté, a éclaté il n'y a pas très longtemps. Le 1er mai en fait. Ça remonte donc justement après le 1er mai, parce qu'il y a eu une vidéo fait le 1er mai. Donc il est accusé d'avoir frappé, agressé, frappé des manifestants. Lors de la manifestation du 1er mai de cette année. Et il était en tenue, il est accusé également d'avoir usurpé l'identité d'un policier. Voilà. Donc à un moment donné, parce que depuis l'affaire a évolué un peu, on a trouvé d'autres enregistrements d'ailleurs, mais à un moment donné, il a été soulevé que Benalla voulait se protéger par l'article 73 du Code de procédure pénale en France, qui permet à une personne ordinaire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas policier, d'appréhender quelqu'un qui est en flagrant délit ou crime flagrant, de la conduire à un officier de la police judiciaire. Donc ça, c'était l'explication de Benalla, ce qu'il faisait le 1er mai. Et donc j'ai pensé que ça pourrait être intéressant pour nos téléspectateurs. Ça se transpose aux États-Unis. Ou à savoir s'il est possible de revendiquer un droit d'appréhender quelqu'un. Ça dépend de l'État, naturellement. Aux États-Unis, nous avons 50 États, chacun a sa législation. Dans certains États, cette possibilité est le produit d'une législation, par exemple en Californie. En Floride, puisque nous sommes Floride.tv, en Floride, il a été développé par la jurisprudence. Donc il y a certaines conditions à remplir. Donc c'est-à-dire dans quel cas on peut se permettre, on est en cas d'arrestation pour quelqu'un? Voilà, on dit en américain « citizen's arrest », l'arrestation par un citoyen. On voit ça parfois à la télé, dans les séries télévisées. En fait, il y a eu une affaire dernièrement, je ne sais plus si c'était en Californie, dans un autre État, de quelqu'un qui faisait ça comme si c'était Batman, il n'était pas déguisé, mais il allait en ville et s'il voyait quelqu'un qui faisait un crime ou une infraction, carrément, il l'arrêtait avec des menottes et tout. Et apparemment, c'était en toute légalité.
Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on on peut arrêter n'importe qui pour n'importe quoi. On peut évidemment encourir la responsabilité civile, notamment selon la jurisprudence en Floride. Si par exemple on fait cette arrestation de citoyens pour un crime flagrant, mais finalement la personne est inculpée ou condamnée pour un délit, ça peut encourir la responsabilité civile de la personne qui a fait cette arrestation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Il faut procéder prudemment, évidemment. Ça dépend. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu le vidéo à Paris de quelqu'un qui a frappé une jeune fille dans la rue. Et il y avait plusieurs personnes qui ont interpellé le jeune homme qui l'a fait, mais sans bloquer, sans l'appréhender. L'arrêter. Mais ils auraient pu faire ça, notamment. Peut-être, je ne sais pas si c'était parce qu'il avait des tendances violentes, donc peut-être pour cela, ils n'ont pas... Mais ça serait une situation où plusieurs personnes ont vu, il a frappé cette fille, ils auraient pu appréhender ce monsieur pour le conduire à l'officier de la police judiciaire. Donc c'est une question vraiment de jugement. On a quelques secondes normalement à réagir, à savoir ce qu'on va faire. Donc, mais la plupart des personnes, s'ils voient quelque chose dans la rue comme ça, ils ne se mêlent pas dans ce dossier. Mais un autre point important qui a été développé par la jurisprudence en Floride, si par exemple vous êtes dans un troquet et il y a un copain qui a un peu trop bu, si on prend les clés de sa voiture, en Floride, cela est considéré comme une arrestation. Donc il est en état d'arrestation. Il est en état d'arrestation. On lui récupère ses clés. Voilà. Donc ça se passe comment dans ces cas-là? En fait, ça dépend de ce qui s'ensuit. Si il a été arrêté, parce que la fait de prendre les clés, ce n'est pas forcément une arrestation, et ce n'est sûrement pas, comme la norme en France, de conduire à un officier de la police judiciaire. Parce qu'aussi la jurisprudence en France admet que si on fait une telle appréhension, il faut agir vite pour conduire à la police judiciaire. On ne peut pas attendre plusieurs heures et dire « Ah oui, voilà, maintenant je vais appeler la police ». Donc finalement, il est en état d'arrestation dans l'État de Floride, c'est ça? Enfin, c'est vraiment une jurisprudence de l'État de Floride. Oui. Du moment où on récupère les clés d'une personne en état d'ivresse. En état d'ivresse. Ça, il est considéré comme une arrestation de cette personne. Parce qu'il ne peut pas vraiment bouger. En théorie, il peut bouger, il peut marcher, il peut appeler un Uber. Oui. Mais il est considéré par la jurisprudence que la personne a été arrêtée par un citoyen. Et que risque le citoyen, justement, qui a récupéré les clés de cette personne? Ça dépend. Si, par exemple, on appelle la police fait les enquêtes et on détermine qu'il était au-dessous de la norme de l'état d'ivresse. Donc, cette personne peut avoir une responsabilité civile. Donc, peut être condamné pour avoir récupéré les clés alors que la personne était en dessous du taux légal. Théoriquement, c'est possible, oui. Tout à fait. Donc finalement, l'affaire Benalla peut se retrouver, peut s'étendre sur le territoire américain. En fait, oui, parce qu'il y a eu un arrêt de jurisprudence où un policier de Fort Lauderdale a été présent lors d'une transaction avec de la drogue illégale. Mais le policier n'était pas en uniforme, il n'était pas à Fort Lauderdale, il était à Miami. Et les juges ont considéré que c'était une arrestation, mais pas par un policier, sinon par un citoyen ordinaire. Alors qu'il était policier? Alors qu'il était policier, mais il n'avait pas toutes les indications, il n'avait pas le casque, l'uniforme, donc on ne savait pas s'il était policier. Et au dernier moment, il a dit « Ah, je suis policier, vous êtes tous arrêtés ». Et ils ont fait opposition à cette arrestation, évidemment. Parce qu'il n'était pas en tenue. Comment? Parce qu'il n'était pas en tenue, justement. Le policier n'était pas en tenue, mais les juges ont considéré même en appel que c'était une arrestation légale par un citoyen, par un policier. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur ce point. Merci beaucoup en tout cas, Maître David Willig, d'être venu nous éclaircir ces différents sujets. Pour la naturalisation, vous pouvez nous rappeler peut-être comment vous contacter si, Oui, bien sûr. On peut m'appeler au cabinet 305-860-1881
Et j'invite tous les téléspectateurs à regarder notre page Facebook, David S. Willig Chartered. Nous avons de belles photos de différentes aventures judiciaires et juridiques que j'ai fait autour du monde. Donc à découvrir sur votre page Facebook. Voilà. Merci beaucoup, Maître. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission consacrée à la loi. Merci Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Open Monday through Thursday from 11 a.m. to 9 p.m. Friday and Saturday 11 a.m. to 9 p.m. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, on s'intéresse à une méthode, le microblading. Et pour en parler, je reçois Delphine Bren. Bonjour Delphine. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Vous êtes mannequin, oui, installé aux États-Unis. Tout à fait. Depuis 2 ans et demi. Tout à fait. Et vous faites du microblading? J'ai commencé le microblading, donc en effet, je suis arrivée il y a 2 ans et demi aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de faire pas mal de voyages, de rencontres, et j'ai eu également ma carte verte grâce à mon visa One. Il y a des chanceux, il y a des chanceux quand même. Il y a des chanceux. Donc finalement, c'est le mannequinat qui vous a emmené ici aux États-Unis. Vous êtes venu pour développer votre carrière de mannequin. Vous êtes toujours mannequin. Je suis toujours mannequin. Vous continuez à faire des campagnes publicitaires. Vous nous avez fait rêver il n'y a pas très longtemps à l'île Maurice, à nager avec les dauphins notamment. Mais vous développez également cette méthode de microblading. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est comme le maquillage semi-permanent, donc on pigmente l'épiderme, donc c'est à l'aide d'une petite lame, on dépose donc de l'encre au niveau de l'épiderme. Donc c'est comme un tatouage? Tout à fait. Et c'est que pour les sourcils? C'est que pour les sourcils, donc c'est semi-permanent, je tiens à le préciser. Donc ça dure à peu près 1 an, 1 an et demi avant la première retouche. Donc on va parler justement de la méthode, comment ça se passe. Finalement, déjà en premier lieu, ça s'adresse à qui le microblading? Donc la clientèle est assez large. Ça peut être aussi bien la personne qui a une cicatrice à camoufler ou alors même les hommes. On voit de plus en plus. Oui, donc c'est femmes et hommes. C'est pour tout le monde. Oui, c'est vraiment ouvert. Vous n'en avez pas besoin. Vous n'êtes pas la cible. Merci Delphine. Je ne sais pas si on va continuer à discuter du microblading. Donc finalement, oui, c'est pour les personnes qui ont ça y est, voilà. qui ont perdu, soit suite à une maladie, parce qu'il y a des maladies, donc on en parlait tout à l'heure, c'est alopecia, c'est ça? Oui, alopecia. Donc ça, c'est quand on perd ses sourcils et ses cheveux. Donc ça, c'est pour les personnes un peu malades, mais sinon, les personnes un peu complexées, qui auraient des sourcils un peu plus fins, un peu plus éparses. Exactement, ou ceux qui sont complètement transparents. Donc on redessine la forme, on définit la couleur, c'est vraiment travail... on y va progressivement. Et avant de parler de la méthode, comment on arrive à faire comment on tombe dans le microblading? Qu'est-ce qui vous a incité finalement à en faire? Je n'avais pas beaucoup de sourcils à l'époque et je m'intéressais à plusieurs techniques. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc j'ai commandé du maquillage semi-permanent, on va dire waterproof. J'ai tout essayé et
Vous savez, quand vous allez au sport et que vous vous ressuyez le visage avec une serviette, il vous reste un sourcil, vous dites bon. Ouais, c'est un peu compliqué à assumer. Compliqué. Surtout, ça s'y prête pas vraiment. En Floride, il y a beaucoup d'humidité, ça a tendance peut-être à couler ou c'est pas très pratique. Pour moi, le microblading, c'est la méthode qui redessine le regard. C'est vraiment incroyable. Le avant-après, c'est vraiment incroyable. Donc on est mannequin, enfin vous êtes mannequin quand même avant tout. Comment on arrive à être, parce que c'est comme un tatoueur en fait finalement. Tout à fait. Il y a une technique à apprendre, on ne s'improvise pas à faire du microblading du jour au lendemain. Ah non, c'est une technique qui est assez pointue. J'ai fait une formation à Miami l'année dernière, en janvier. J'en ai fait une autre à Maastricht, en Hollande, donc pour avoir un double diplôme américain-européen. Et j'ai eu la chance de trouver la personne qui a une clinique sur Brickell et qui me donne aujourd'hui l'opportunité de travailler avec elle, donc Johanna Heinemann, qui a donc sa clinique sur Brickell et avec qui je travaille depuis l'année dernière. Ouais, parce que vous parlez de clinique, ça ne se passe pas non plus, on ne va pas chez les gens, on ne fait pas ça dans la rue, on ne fait pas ça n'importe où. C'est hyper réglementé. Niveau hygiène, comme je vous dis, il peut y avoir des maladies, bactéries. C'est vraiment, il faut être hyper carré au niveau de l'hygiène. Et donc on en parlait aussi tout à l'heure, c'est un peu dur de franchir le pas, d'y aller. Oui. Parce que bon, qu'on soit malade ou qu'on ait peu de sourcils, c'est toujours compliqué de pratiquer le microblading. C'est ça. Comment on arrive finalement? Qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les inciter à franchir le pas et à tenter l'expérience? Je conseille de prendre la consultation, une consultation qui est quasi gratuite, puisqu'en fait ensuite on déduit les 20 € du rendez-vous suivant. Et donc elle pose les questions qu'elle a posées, on la rassure en sachant que lors du rendez-vous, les 30 premières minutes, c'est un entretien avec le client, on lui pose des questions sur sa santé, elle remplit un questionnaire et on y va vraiment étape par étape, comme je l'ai dit. Donc c'est vraiment, c'est pas je l'installe sur la table et je commence à tatouer. À tatouer, non, pas du tout, puisqu'ensuite on parle de ce qu'elle veut, ce qu'elle recherche, son envie. Et il faut savoir que notre méthode est hyper naturelle, puisque moi je l'ai fait. C'est ce que j'allais vous dire, finalement, vous l'avez fait. Je l'ai fait. Et ça a été compliqué. Vous êtes passé par quelle étape finalement pour y arriver? J'ai fait mes recherches, j'ai été voir plusieurs salons, plusieurs cliniques, et en effet, je suis tombée sur Johanna qui a fait mes sourcils. Et aujourd'hui, vraiment, pour moi, ça me change la vie. Il y a eu un changement, vous l'avez vraiment ressenti? Ah oui, bien sûr, parce que quand j'arrivais en studio photo le matin, donc on arrive sans maquillage, puisqu'il y a toujours un make-up artiste qui nous maquille. Et en fait, on me disait régulièrement, pas tout le temps, mais régulièrement, tu parais fatigué. Donc, qui est bien la preuve. Donc, pour moi, le sourcil dessine le regard. Aujourd'hui, je me lève et je vais courir sur la plage. J'ai plus besoin de me maquiller, les sourcils en tout cas. Et psychologiquement, on ressent quoi finalement quand, vous, à titre personnel, vous avez ressenti quoi du jour au lendemain quand vous avez fait faire vos sourcils? Un soulagement. Soulagement, bien-être. Et pour moi, ça fait partie du visage, les sourcils. Quand on n'a pas de sourcils, il manque quelque chose. Et c'est pour ça que je me les maquillais avant de me les avoir fait faire par Johanna. Ouais. Alors on peut les redessiner, c'est ce que vous dites, vous étudiez les formes, tout à fait. La couleur également, tout peut être modulable. Tout à fait, car en effet, j'ai fait récemment une personne, une jeune fille, qui était brune et qui avait des sourcils quasi transparents. Donc, et j'ai reçu un message quand elle est partie en me disant comment j'ai pu vivre 21 années de ma vie sans sourcils. Les messages qu'on reçoit des personnes, c'est juste incroyable. Et pour moi, rendre les personnes heureuses, ça me rend heureuse. Donc vraiment, j'ai trouvé ma voie, oui. Donc ça, vous allez le développer, on va en parler tout à l'heure, mais pour revenir vraiment sur la méthode, c'est assez rapide en plus. Donc il y a l'entretien, comme vous expliquiez, au préalable. Vous discutez avec la personne. Tout à fait. Ses attentes, ses besoins, ce qu'elle aimerait. Oui. Et ensuite, ça dure 2 heures, c'est ça 2 heures au total. Donc on a 30 minutes d'entretien. Ensuite, il y a 30 minutes à peu près pour dessiner la forme et voir un peu avec elle ce qu'elle aimerait, si elle aimerait le sourcil un peu plus long, un peu plus arrondi. C'est vraiment travailler minutieusement. C'est du sur-mesure finalement. C'est du sur-mesure. C'est comme la haute couture, c'est du sur-mesure, oui. Et oui, jusqu'à ce que la personne soit à l'aise avec le sourcil. On ne commence pas tant qu'elle ne nous donne pas son top. Parce que c'est peut-être perturbant dans un premier temps de se découvrir avec un sourcil, il faut s'y habituer aussi. Tout à fait, oui, il faut s'habituer à la nouvelle forme.
Donc on dépose la couleur sur son fond pour ensuite matcher avec sa racine. Et oui, on fait vraiment étape par étape. Donc 2 heures, est-ce qu'on peut parler du prix également de cette séance? Donc le prix de la séance est à 699 € et 150 dollars, pardon. Je reviens de France, donc je suis encore en euros. Donc 699 $ et 150 $ pour la retouche. Et la retouche est à faire donc 6 semaines après. Donc ça, on parle de la première retouche. Et ensuite, c'est à peu près 1 an et demi. Donc semi-permanent, 1 an et demi. Oui, donc c'est ça. Donc 6 semaines, c'est histoire de rééquilibrer un petit peu. Tout à fait, parce qu'en fait, on y va, comme je vous l'ai dit, progressivement. Donc la première séance, comme ça, on va être conservateur. Et ensuite, si la personne désire un peu plus long, en rajouter un peu, changer un peu la couleur, la foncer un peu plus, parce qu'il faut savoir, quand on commence la séance, la couleur est plus foncée. En 4 jours, ça s'éclaircit après. Ça s'oxyde, la couleur s'oxyde. Mais ensuite, elle s'estompe de 40%. Donc, généralement, quand la personne revient 6 semaines après, elle demande un peu plus foncé. Donc, vous retouchez au bout de 6 semaines, ça dure 1 an et demi. Ça dure 1 an et demi selon le type de peau. Si vous avez la peau sèche, vous êtes chanceuse, dans ces cas-là, ce sera plus 1 an et demi. Par contre, si vous avez la peau un peu plus grasse comme moi, ce sera plus entre 10 mois et 1 an. Ok, ça marche. Et donc là, vous êtes installé dans une clinique à Brickell. Tout à fait. L'idée, c'est de développer cette méthode, de faire ça ailleurs. Enfin, vous avez quoi comme idée dans les cartons finalement pour la suite? En fait, comme j'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier, le fait d'être dans une clinique, pour moi, c'est super, c'est l'opportunité. Mais j'aimerais également développer cette méthode sur New York, également sur Paris, et avoir des partenaires un peu partout. Oui, j'ai pas mal d'idées et j'espère que ça va se réaliser. Mais ça va se réaliser. Donc ça va continuer finalement à étendre et c'est le plaisir finalement de procurer un peu de bien-être aux personnes, de leur apporter un changement dans leur vie. Ah oui. Ah non, mais je vous dis, quand on voit les personnes avec le sourire à la fin et nous remercier, c'est juste le bonheur. Et la carrière de mannequin, finalement, c'est une plus-value dans ce nouveau métier que vous développez? Je pense, oui, parce qu'en fait, je fais pas mal de rencontres et je parle pas mal de la méthode microblading, car en fait, les make-up me demandent souvent tes sourcils sont bien faits, donc je leur explique. Et c'est vrai que c'est le bouche à oreille, c'est ce qui est le plus important dans mon métier de mannequin et maintenant dans le microblading. Ça reste naturel aussi. Enfin, c'est vrai que finalement, il y a une encre particulière par rapport aux tatoueurs ou ça reste quand même Comment ça se passe? Enfin, finalement, les produits qu'on injecte, vous allez jusqu'au premier épiderme, c'est ça? Enfin, si on rentre un peu dans la technique. Au niveau de l'épiderme. Parce qu'il y en a peut-être qui craignent l'idée d'avoir un tatouage. Ça reste quand même des produits différents des tatoueurs. Vous allez moins. Alors, on utilise des produits véganes qui sont sur le marché depuis 25 ans. Donc en fait, on n'a pas eu de cas allergiques, on n'a eu aucun cas. Il y a des contre-indications justement, oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne pourraient pas être susceptibles de pouvoir se refaire faire le sourcil? Alors en fait, c'est pour ça qu'on a un questionnaire de santé également. Donc il y a vraiment une prise en charge avant. Bien sûr, oui. Et en fait, on en discute par rapport, on demande des certificats médicaux, si vraiment il y a des choses. Parce que si vous faites du diabète niveau 3 par exemple, c'est pas conseillé. Donc là aussi, lors de la consultation des 15 premières minutes avant donc, le rendez-vous, il est bien d'échanger sur l'état de santé. Et si la personne a forcément des doutes, dans ce cas-là, moi je conseille de passer un coup de fil et de demander directement, soit à moi, soit à Johanna, en tout cas si c'est un client potentiel pour le microblading. Donc c'est bien encadré, c'est sûr? Oui, c'est sûr. Ça se fait dans les conditions d'hygiène respectées? Respectées et au top. Comment on peut vous contacter, Delphine, si on est intéressé justement par cette technique de microblading? Vous avez donc un site internet? Site internet, donc vous pouvez aller sur le site www.henmanmethod.com ou ensuite vous pouvez également me contacter, donc 305 570 69 75. Et vous êtes installé sur Brickell, la clinique est sur Brickell, c'est bien ça? La clinique est sur Brickell, tout à fait. Vous êtes deux dans la clinique, Johanna et vous, c'est ça? Tout à fait, oui. En attendant qu'on vous retrouve dans d'autres villes comme New York ou ailleurs dans la suite de vos projets. Merci beaucoup Delphine d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin pour nous parler de votre méthode. Avec plaisir. Bonne continuation pour la suite dans cette méthode du microblading. Bonne continuation également pour le mannequinat. Merci. Et puis, merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, comme à chaque fois, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée
Et on se retrouve lundi pour une nouvelle émission de Rendez-vous Matin. Très bon week-end et à lundi. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.